il arrivait en Bonjour, bienvenue, je m'appelle Ousmane Ndiaye, je suis journaliste sénégalais, j'ai longtemps travaillé à TV5, Courrier International, et j'ai la redoutable tâche d'animer cette table ronde, une table ronde au sens propre comme au figuré. Alors nous sommes une 15 speakers à plancher autour de ce sujet essentiel qui nous réunit, hein, et qu'il faudra alors cerner en si peu de temps. Bon, je suis désolé, malheureusement, le temps est toujours très compliqué dans ce type d'exercice. Alors, ce que j'ai proposé pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être pendant le briefing, ce que je propose pendant le briefing, alors, juste le temps que tout le monde soit en place pour la traduction. Donc, ce que je disais pour ceux qui n'étaient pas là quand on faisait le briefing, l'idée c'est de faire 2 tours de table. Un premier tour de table axé sur l'analyse, hein, votre analyse de la problématique qui nous réunit. Et puis, un deuxième tour de table pour voir si vous avez des perspectives ou des propositions. Bon, malheureusement, nous n'avons pas 2 heures, on ne peut pas élargir le temps, ce qui fait que pour chaque tour de table, hein, vous aurez malheureusement que 3 minutes. Donc, je vous incite vivement à aller droit au but, sinon nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors, je vais commencer par son Excellence François Hosseini Fall. François Hosseini Fall est ancien Premier ministre de Guinée. Il a aussi dirigé les missions des Nations Unies, des bureaux des Nations Unies pendant longtemps. Et je remarque d'ailleurs dans cette table ronde Europe-Afrique, il est le seul Africain, si je ne me trompe. Donc, raison de plus pour lui donner la parole en premier. Son Excellence, vous avez la parole. Comment appréhendez-vous la question qui nous réunit avant, dans un second temps, nous dire vos propositions ou perspectives ou prospectives? Merci beaucoup. Merci, chers frères. Et bonjour à tous les amis présents ici. C'est vrai que je suis plus qu'en minorité. C'est une redoutable responsabilité, mais nous allons assumer notre rôle. Et les relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est une vieille histoire, très très longue histoire. Le thème aujourd'hui, c'est à l'ère de la bipolarité, le monde multipolaire, ce monde avec de grands changements. Et il faut revenir un peu en arrière. Je ne vais pas faire beaucoup d'historique, puisque vous savez tous l'essentiel de l'histoire entre les 2 continents, qui sont d'ailleurs très proches, qui sont séparés par ce qui les unit, la Méditerranée, et l'Afrique a été longtemps colonisée par les Européens. Toute l'Afrique était colonisée pendant très longtemps, avec tout ce que nous savons, l'esclavage, le trade des nègres, l'exploitation des ressources naturelles, et puis l'indépendance. L'indépendance, donc, dans ce débat, aujourd'hui, je pense qu'il faut voir les relations entre l'Europe et l'Afrique sous 3 plans. La première relation, c'est les relations bilatérales entre les États africains et les États européens. Deuxième groupe, les relations entre les États africains et l'Union européenne en tant que bloc. Et ensuite, les relations entre l'Union européenne en tant que bloc et l'Union africaine en tant que bloc. Voilà, donc on a 3 catégories. Mais à chaque étape, vous avez vu qu'il y a eu toujours des évolutions. Au départ, l'Afrique était entre les groupes. Le groupe lusophone est venu très tard. Le Commonwealth, qui regroupait les anciennes colonies anglaises, le groupe francophone. Et chaque pays entretenait des relations avec l'Europe à sa manière.
Ensuite, il y a eu des accords qui ont commencé, Yaoundé, Cotonou, tout le reste, des débats sur le STABEX, relations souvent très inégales. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde, un monde en fragmentation, où il y a de nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition. Moi, je commencerai par dire que, de façon générale aujourd'hui, l'Europe perd du terrain en Afrique. Peut-être qu'au cours du débat, nous allons en parler. L'Europe a perdu beaucoup de terrain en Afrique pour plusieurs raisons. Et je pense que j'ai déjà cité certains. Mais généralement, c'était entre les États, c'était l'aide au développement. L'aide au développement que les Africains avaient trouvé un bon moment comme une aide Excellence, je m'excuse de vous couper, mais vous avez fait plus de la moitié de votre temps de parole. Comme je suis le seul Africain, je pense que vous allez m'accorder ce privilège-là. 2 minutes. Mais bon, j'ajoute 2 minutes et puis je reviens. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vais résumer en disant qu'aujourd'hui, l'Europe a perdu du terrain en Afrique. Parce que simplement, il y a de nouveaux partenaires qui ont fait leur apparition. Et ces nouveaux partenaires, c'est la Chine, ce sont les pays du Golfe, c'est la Turquie. Le mode de financement a changé. Et le financement dont les Africains bénéficient aujourd'hui sont sans conditionnalité, comme celle qui était imposée avec l'Europe. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle ces nouveaux partenaires ont trouvé un boulevard. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est dans cette position vis-à-vis de l'Afrique. Je crois que je vais m'arrêter là, planter le décor, et pendant le débat, nous reviendrons sur les différents sujets. Merci. Excellence, vous parlez de Turquie, ça tombe bien, nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Sebnem Aksapar, j'espère que je prononce bien, qui est turc et qui est professeur associé à l'Université de Genève. Donc je vais lui passer la parole. Excellence a déjà fait une transition par rapport à cette problématique. Il parlait de nouveaux acteurs, sachant que l'un des axes de réflexion qui nous réunit aujourd'hui, c'est le réalignement stratégique. Docteur Seb. Merci bien. Si vous voulez, si vous permettez, je voudrais bien faire mon intervention en anglais. Okay, so the speaker before me, the esteemed speaker before me, was talking about the new players in Africa, you know, especially in the field of development. And maybe we can, I mean, one of them was China, you said, the other is Gulf countries or certain Gulf countries, and of course the other one is Turkey as a new player, new actor. And then maybe we can question also, why is that? You know, let's not think about history, colonial past, or neocolonialism, but I think Africa also realized, or developing countries, all developing countries also realized that a sustained focus on creating a partnership of equals is needed. So they need to be taken seriously. Right? And so this focus should also emphasize mutual benefits. This is what China is offering. This is what Turkey is offering. And I'm not sure about Gulf countries, but if they're offering, all the better. So, and mutual benefits in what? In development projects, in trade, obviously, in energy, in security, investment, migration, right? And also climate action, innovation, sustainable development, and you know, all the rest. Of course, European Union, I was talking to my Nigerian friend before coming here to, you know, get what is really happening in his country. And so he also mentioned European Union and Africa, you know, projects is really, at least some of them are working great, because US aid disappeared from the picture, right? So there are lack of funding happening, and definitely we can see that even in academia, also in Geneva, where I'm located right now at the UN, but also in many parts of the developing world. So European Union has a good advantage there if they create an equal partnership in Africa. So, of course, any model should emphasize
a shift then for European partners from a donor-recipient interaction to a two-way partnership, because all the other new actors in the region are really having a very more holistic perspective and more focusing on win-win situations. And of course, we know Africa has many challenges, but also great potential. I know as a fact that Turkish foreign policy attaches great importance to Africa. I think there are more than 40 embassies throughout Africa, and maybe more on the way. And these, of course, through these embassies, there is foreign direct investment, development projects, but also some community service carried out to African kids, African women, etc. And of course, there's another potential that Africa is a young population and still a growing population, while in Europe, but also in Turkey, we have declining, very rapidly declining birth rates. So Africa also has another financial, maybe, potential. That is, it has the world's at least 30% of resources. So a lot to offer. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saban Kosser-Aker. Je vais donner la parole à son Excellence André Flau. André Flau nous vient de la Belgique, où il est ministre d'État. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'exprimerai en français parce que je crois que le français est encore une langue officielle dans les relations internationales. Je voudrais simplement dire ceci. L'histoire a été rappelée par le Premier ministre. Je crois que c'est ça qui effectivement pose problème aujourd'hui. Alors, il y a urgence à reprendre les contacts entre l'Afrique et l'Europe. Il y a urgence à réaffirmer le lien de solidarité qui n'aurait jamais dû être distendu entre le Nord et le Sud et le Sud et le Nord. Mais pour ça, il faut effectivement que l'Europe soit organisée. Et aujourd'hui, l'Europe n'est plus organisée. J'ai été ministre de la Défense pendant 8 ans et demi. On a toujours plaidé une défense européenne. On n'a jamais fait parce que les préoccupations des pays européens, selon leurs possibilités, leur endroit où ils se trouvent, à proximité de la Russie, étaient la priorité du NATO et pas l'Europe. C'est une réalité et l'Europe aujourd'hui est uniquement et pratiquement exclusivement préoccupée par ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe au sud de la Méditerranée, ce n'est pas la première préoccupation. Si ce n'est, pour certains pays européens, de se faire jeter, parce que considérant que finalement, les pays où ils étaient depuis longtemps n'ont même pas dit merci à ce colon. Et ça, c'est le problème. Il faut donc reconstruire quelque chose sur base d'un partenariat et pas de coopération au développement. La coopération au développement a toujours une connotation néocoloniale. Elle a une connotation paternaliste, c'est condescendante, etc. Notre tentation en Europe, c'est de venir imposer un modèle, de dire aux Africains, voilà ce que vous devriez faire, c'est bon pour vous. Non, il faut écouter ce que les Africains veulent, quels sont les besoins qui sont les besoins de la population et pas uniquement les besoins des dirigeants, pour répondre le mieux possible en honnêteté et en transparence. Et puis, il ne faut pas non plus se plaindre, quelque part, de ce que les Chinois sont là, les Russes sont là, les Turcs, tout le monde est là, mais plaidons peut-être alors en termes européens pour travailler en termes de trilatéralité. Parce qu'effectivement, ce sera des ensembles solides dans tous les domaines. Et donc, il y a un travail énorme à faire, mais il y a un travail énorme à faire de part et d'autre. Il faut le faire au niveau européen. L'Europe doit trouver son unité, sa cohérence d'action, et pas avoir des petits groupes qui se dessinent tantôt, des groupes de volontaires, d'autres, etc., avec une obsession qu'il va y avoir la guerre. Plaidons la diplomatie, plaidons pour la paix et établissons des contacts sérieux, honnêtes, respectueux avec les peuples d'Afrique qui effectivement sont porteurs, comme les peuples d'Amérique latine, de l'avenir. La jeunesse
mais aussi la capacité de sauver le monde par le climat, par le changement climatique, etc. C'est ça notre réalité. Mais nous devons cesser, comme Européens, de croire que nos valeurs sont les seules bonnes valeurs, qu'il faut les imposer aux autres. Le respect est primordial. Il faut effectivement respecter l'autre, sa culture, sa diversité, ses coutumes, ses religions. Et alors, à ce moment-là, l'Europe ne sera plus une forteresse qui se referme sur elle-même, mais sera un partenaire écouté, apprécié, avec qui on pourra faire beaucoup de choses pour la population. Merci, Excellence. Son Excellence William Ernest Rommel, ancien ministre au Royaume-Uni et Chief Executive de Parallel Stories. Thank you. We undoubtedly are living in a period of real global transformation, an era increasingly both of multipolarity but also polarization. Geopolitical rivalries are intensifying with new blocs and alliances emerging. We've got the ongoing conflict in Ukraine. We're still not out of the Hamas-Israel conflict, and that has destabilized security, disrupted economies, and fueled mass migration. We've also, and referencing the first speaker, we've got new partners in Africa. The United States withdrawing its aid program, regrettably my country, because of increased defence contributions, doing the same, and other players coming into the field, particularly China. But I think there needs to be a recognition that that comes with costs and leverage, which is not necessarily in the recipient country's interests. We also face, I think, a situation where global institutions no longer reflect the balance of power and leadership vacuums invite instability. And you could argue that we're potentially in a very dangerous situation, and European-Africa relations have to help with grappling with that situation. Economic competition is sharper, social polarization is real, the challenge of migration is probably the biggest political and social challenge to Europe and the United States, and there needs to be a shared solution between Europe and Africa on that front. But I think in total, for Europe and Africa, the polarization that we're facing is both a risk and an opportunity. We are seeing Africa assert itself as a strategic player. Europe is facing internal challenges, both internally and externally, and that means we're having to recalibrate the way that we work. Europe is also, as a result of decisions by the US, taking on a larger defence role, which is impacting on our ability to work in Africa, and that needs to be borne in mind as well. But strategic realignments are visible. Africa engaging with Asia, the Middle East and Latin America, Europe recalibrating ties with the global south. And to enable us to get to a balanced relationship, there needs to be economic transformation, moving beyond extractive models to industrialization, innovation and sustainable trade, political sovereignty and mutual respect, and cultural and human connectivity, and education, and particularly higher education and its role in development, I think has got a key role to play in that regard. In conclusion, because I recognise time is short, we stand at a crossroads. I think there are opportunities, but we have to rethink the way that we work and progress together. Thank you. Son Excellence Kjell Kofod, qui nous vient du Danemark, ancien ministre des Affaires étrangères du Danemark. Well, thank you so much, and also for this very timely panel, roundtable. So I know we are a lot in this table, so I will skip my notes and speak more like from the bottom of my heart. First of all, I was part of drafting the strategy for partnership with Africa and Denmark 25 years ago. We called it Partnership 2000 at the time. Partnership is a key word, and you all mention it, and we need to not only talk about it, but we need to practice this partnership between Africa and Europe if we want to succeed. We have tried for 25 years in Denmark, but we are still learning as we speak. So thank you for the remarks. There was just a summit, Africa-EU, as you all know. If you read through the
statement of the summit, it's clear that there's a lot that brings us together. And for example, I think that the Global Gateway is a key instrument for Africans to increase inter-African trade, infrastructure, investment, building a true African market. That is, of course, the vision of Africa. I think it's only around 15% of the trade in Africa is internally, rest is going out of Africa. So by far a region where it still needs to build this. But what I wanted to talk about in my few remarks here is, I think, frankly speaking, and we share a very common perspective in the world of today, Africa and Europe. Because each of us are so weak, frankly speaking, that we cannot be part of formulating the new rules of multilateralism, the new global order. It's China, it's United States that are the key actors if we are separated. If Europe and Africa is more united, and if we can reform multilateralism, including bringing a permanent seat for the Africans in the Security Council, UN Security Councils, things like that, then we can start influencing. But if we are apart, we will see China and US being the rivals, and it could end in a very bad situation. So we have all interests to come together to shape the new global order. And we are still, as many have said, we are still in a journey. There's no new global order yet. It's fragmentation. We don't know what the destination of the new order will be. But I think my main point will be, we share so many values. We share both a painful and a joyful history together. And we are neighbors geographically. We should, of course, shape the world order that we have in front of us instead of letting China and US do it. Thank you. Thank you. Volker Pads is a fellowship senior in German Institute for International and Security Affairs. Yes, thank you very much. I think I can continue where my neighbor left off. Three points in 3 minutes. The first is, I really think we sometimes underestimate how much of a common interest and a common agenda we have. We are 80 states, plus 80 states together, Africa and Europe, and none of us is a great power. So we have a common interest here in maintaining that UN charter-based international order, much more than others who can work outside of the framework of the UN Charter. That includes the respect for territorial integrity of all states, for sovereign equality of all states, whether small or big, plus, of course, the interest in development, in human rights, in peace, which is all sort of the UN consensus. And I think we were asked about models of cooperation. The way that Europeans and Africans together pushed for the Pact for the Future in the United Nations is a great example of cooperation. It was concretely the Germans and the Namibians who did the draft together, and then it was Europe and Africa together pushing for it against the resistance of some of the greater powers. I also think that the EU-Africa summit, my second point, is a good model of cooperation because it is distinguished from all the Africa plus one models, which we have China plus Africa, or Russia plus Africa, or Saudi Arabia plus. It's 27 plus 55, which is, or 54, I mean, it depends a bit on the counting. So it is much more egalitarian a summit than we have with other international players, and I think it needs to be worked upon. Let me, because it's only 3 minutes, and on a critical note here, I think we also have common blind spots. I've been the representative of the UN Secretary General in Sudan, wanted to help the transition, and it ended up in a war, and I had to leave the Sudan, and the UN mission had to leave the Sudan once the war had broken. I think it is a blind spot for all of us. We are ignoring these conflicts in the center of Africa at our peril. We shouldn't leave it to regional players. It is something for the African Union. It is something for the European Union, of course, for the UN that has been marginalized in this conflict to cooperate on in order to bring peace to this continent. Thank you very much. Mr. Fabian Zulag, Mr. Zulag,
is the Chief Executive, Chief Economist, European Policy Center, and from Brussels. Thank you very much. Just to say that while I work in Brussels, I'm not part of the institution, so this is not an official view in any You're way. instituted from Brussels. I think my real point is that we've seen profound change in Europe over the last years. And that change, I think, is being underestimated both within Europe and outside. We've seen a global environment which has deteriorated significantly from a European perspective, questioning some of our basic assumptions about how the world works. We have believed in the past that economic interdependence was a solution to conflict. We have found that economic interdependence can be weaponized against us, both in the context of Russia's use of gas, but also in the context of critical raw materials. So we are in a very different place now, and we have a very different neighborhood as well. And in that sense, for the foreseeable future, the main focus of Europe is going to be East, because that is where the real security risk is at the moment, where we will continue to be threatened. And that is impacting on all policy areas, it's impacting on all relationships we have. And I would argue that we are much more in a world now where rather than values, we are looking at concrete interests and the imperatives for action for Europe. What does that mean in our relationship to Africa? I would argue we will see that it becomes much more functional, that it's not driven by principles so much as by how does that relate to the kind of challenges which we are facing at this moment in time. But that's also areas where we can then make real progress, because if there is an interest, and hopefully that will be a mutual interest, then you can construct something on that. So it's about concrete interests on both sides that make sense in this changed geo-economic, geopolitical environment and relations based on mutual interest. Merci. Nous avons avec nous Yann Chantrel. Yann Chantrel est sénateur français, sénateur des Français de l'étranger. Monsieur Chantrel. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation et de nous permettre cet échange. Moi, je parlerai justement d'un point de vue également français, parce qu'au Parlement français également, je travaille sur la question de la francophonie. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, on a aussi des passifs et un échange, une langue commune, une diversité de langues. Et je pense qu'il est important aussi de voir cette relation entre l'Europe et l'Afrique, pas uniquement sous un prisme économique, justement, purement des échanges qui seraient purement économiques, c'est également une défense d'une diversité des langues. Nous-mêmes, nous avons une diversité des langues et de cultures au sein même de l'Union européenne. Et il y a une diversité des langues et de cultures au sein de l'Afrique. Il n'y a pas une Afrique, il y a aussi plusieurs Afriques, il y a une diversité. Et je pense que les points communs que nous avons par rapport à cette défense, nous pouvons être alliés face à potentiellement des fois des velléités ou des volontés hégémoniques, que ce soit culturel, que ce soit également économique. Et je le dis souvent, en tout cas, quand la France elle-même défend le français à travers le monde, elle ne défend pas que la langue française, justement. Elle défend la diversité, justement, linguistique. Elle défend les autres langues contre l'uniformité. Parce que l'uniformité, c'est justement la diversité linguistique, c'est également une façon de voir le monde différente. C'est l'expression d'une différence, que ça s'exprime dans les cultures, dans les universités. Et si je plaide pour ça, c'est que je pense que le partenariat qui devrait être renforcé ne doit pas être strictement économique, même s'il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux États, mais doit être surtout culturel, puisque les échanges économiques ne font que subvenir après qu'il y ait eu des échanges entre les pays, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement. Et je dis ça parce que l'un des enjeux majeurs dans les échanges dans le monde qu'on a, c'est qu'il y a une tendance à avoir un repli aussi des pays. Repli, je parle même du mien, hein, où il y a des discours des fois de repli sur soi, où les échanges sont beaucoup plus compliqués des personnes,
mais les déplacements des personnes précèdent également les échanges économiques. Et je pense que c'est également à travers des programmes que nous pourrons permettre peut-être aussi de s'adresser à nos propres populations entre elles. Je parle des programmes comme on a été un grand nombre à défendre en France l'équivalent d'un Erasmus francophone, puisque c'est un programme qui est d'ailleurs un programme européen, qui a très bien fonctionné et qui a permis, dans la jeunesse européenne, de créer un minimum de sentiment d'appartenance justement à l'Union européenne. Donc, créons nos programmes de ce type-là pour permettre justement d'avoir des échanges, et ça, c'est des choses qui sont purement justement dans le champ politique pour permettre après peut-être de pouvoir encore mieux commercer ensemble, de pouvoir mieux travailler ensemble et de pouvoir approfondir les échanges entre nos deux continents. Merci, sénateur Chantrel. Je vais donner la parole à Emmanuel Dupuy. Emmanuel est chercheur et il préside l'IPCE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci, Emmanuel. Merci Ousmane. Alors en 3 minutes, évidemment, c'est compliqué d'approfondir le sujet. Enfin, je vais essayer de vous prendre 3 dates qui témoignent des opportunités manquées de la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou entre nos deux continents, mettant en avant l'insuffisante coopération européenne, voire même une concurrence entre Européens, désormais vis-à-vis du continent africain. Bon, la première date, évidemment, c'est le 24 février 2022, avec la guerre en Ukraine, qui aurait dû nous obliger à une plus grande solidarité avec nos amis africains, qui ont largement souffert, ne serait-ce que par l'impact sur les céréales et surtout l'incapacité à fournir un certain nombre d'éléments importants, voire déterminants pour l'agriculture, le fermage, notamment les engrais. Nous n'avons pas été suffisamment solidaires. Je crois que c'est un élément dont il faut tenir compte. Le 7 octobre 2023, évidemment avec la tragédie de Gaza, qui nous a aussi peut-être fait louper l'opportunité d'accompagner le développement d'une nouvelle forme de commerce intra-maritime, 90% des échanges passant par la mer, avec une dérivation nouvelle d'un certain nombre de bateaux qui, ne passant plus par la mer Rouge, cabotant le long du cap de Bonne-Espérance, aurait été et reste une opportunité de développement économique sur lequel, par exemple, le Maroc a beaucoup travaillé avec cette notion de la façade atlantique 2030. Et puis, le 20 janvier 2025, une détonation absolument considérable, l'élection du président américain, qui rabote 43 milliards d'euros en termes d'aide au développement, dont 17 milliards pour le continent africain, et qui malheureusement n'ont pas été remplacés. Je dis cela parce que là où à Luanda il a été question du Global Gateway, la moitié du Global Gateway va être consacrée, les 300 milliards, dont 150 milliards pour l'Afrique, c'est très bien, ce sont des projections, c'est une vision à l'horizon 2030, autour des 81 pays que constitue désormais cet impact, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des concurrences intra-européennes et pas suffisamment de coordination dans la manière dont un certain nombre de pays pensent leur relation à l'Afrique. Le Compact with Africa avec l'Allemagne depuis 2017, le plan Mattei de l'Italie depuis 2023, et à l'heure où nous parlons, quasiment une vingtaine de plans Sahel, alors qu'il n'y a pas encore de représentants Sahel dans tous les pays de l'Union européenne, une sorte de hétérogénéité entre l'objectif et la réalité de notre relation au continent africain. Et finalement, cela pose la question que je livre comme une ouverture vers la deuxième série de questions sur lesquelles vous allez nous interroger, Saïd Ousmane. Quel finalement véhicule serait le meilleur pour associer l'Union européenne et l'Union africaine? Il n'y a pas d'organisation qui rassemble les 81 pays que constituent les 54 et les 27. Par contre, il y a une politique de voisinage que nous devrions méridionaliser, d'autant plus qu'elle remonte déjà à 2015. Il y a des ouvertures, la communauté politique européenne qui s'est orientalisée, mais qui ne s'est pas encore méridionalisée sur la rive sud de la Méditerranée. Et par petites touches, en prenant par exemple le 5+5, qui réunit les pays de l'arc latin d'un côté et les pays du septentrion africain, nous devrions trouver les moyens de mieux essayer de créer un collectif, d'autant plus qu'on a un marché unique en Europe, qu'on a désormais l'émergence d'un marché unique avec la ZECAf depuis 2021, et que sur le plan de la coopération économique, désormais, nous devrions sans doute nous considérer que le continent africain, ce ne sont pas seulement 54 voix supplémentaires à l'ONU. Merci, Emmanuel. Alors, je vais passer la parole à Alexandre Eric Vince, Chief of Africa Program, European Council on Foreign Relations.
Thank you. So the summit, African Union, European Union in Luanda, Monday, Tuesday this week, the most important part of the final communique was the text on effective multilateralism. Jeppe and Volker talked about this. It was not guaranteed. There was a very fierce debate. But it was, I think, exactly the point that both continents recognize that they don't have strength and that multilateralism is the way forward. More Africans, I think, are interested in Europe again. Mr. Trump has helped this. The unpredictability of the United States has meant that African countries are looking at Europe in part of their menu of relationships. And so the Luanda summit was interesting in greater enthusiasm from Africa than possibly from Europe, which was very preoccupied, as Fabien was saying, with Ukraine right at the moment. And unfortunately, too many African leaders were maybe thinking too much Ukraine, even though they were in Luanda. There's something else going on in Europe, and Emmanuel's just mentioned it, which is also that underneath the bonnet, European countries are defining much sharper what are their interests in Africa. So we have had a raft of Africa policies or Africa approaches across Europe. Denmark revised it and published early this year. Norway last year. Ireland, Malta, and the United Kingdom are to do revisions this year. I'm really excited. Iceland is designing its first ever Africa policy, and the Icelandic president is talking about coming to Africa for the first time. So there is something going on in Europe in terms of bilateralism. And Emmanuel mentioned the Mate Plan, which is run out of Meloni's office, the Prime Minister's office. Where else in Europe do you have an Africa initiative run out by the Prime Minister? So there are things going on both at the continental level of Europe, but also at the bilateral. The response, I think, in Africa is also that foreign policies are developing into something that I would define as a la carteism, not getting pigeonholed, not wanting to be too Russian or too Chinese or too much Europe or to the United States. And we see forum shopping. So, for example, La Francophonie is growing. Ghana joined last year. Angola has applied. The Commonwealth, Gabon and Togo have joined. Angola is on the waiting list to join. It has applied. Sao Tome and Principe has applied. They're not dying. They're not exclusively European, but they are based out of Europe. The BRICS is expanding, and I think we need to accept that this a la carte world is here to stay, and Africans will define what they want, so not to be obsessed and worried by the BRICS, for example. Final point, what was it that Africans, I think, really wanted out of Luanda? They wanted the global gateway to really develop prosperity, not just be an extractive corridor in a neo-colonial fashion, be a true development corridor down Lobito, for example. And there are already signs that the Chinese are reimagining their Belt and Road Initiative, which is a good thing, better development and better prosperity in the African continent. So I do think here that Global Gateway and the EU, if it delivers, can really be a new form of development in the African continent and more globally. Thank you very much. Thank you, Mr. Zoran Zolewski, former Minister of Defense and Ambassador, Republic of North Macedonia. Thank you very much. If you look at European-African relations, it's very important to be noticed that we have joint history, but also joint geography. If you're in Central Europe, let's say like our friends from Prague, and you make a circle how far is Northern Europe and many countries in Africa, you will see they're on the same distance. Not to mention how far is from Rome or some other capitals in South Europe. The relations between two continents, between Europe and Africa, is extremely important, especially now when Africa is playing more and more increasingly important role in international relations. Having in mind that
And now there's other players in Africa, and Africa has joined its efforts, created a free trade area on the continent, trying to protect its interests and to strengthen their economies. And Europe is there to help and to see how we can work together, how we can be more visible and more stronger on the international scene. It was mentioned by my Danish colleague about international relations and multilateral trading, multilateral system, including multilateral trading system. If Europe and Africa join their forces, they will become more important players. So, especially having on mind now what's going in the position of China, on the United States, and so forth. Also, we have to have into consideration the other players who are in Africa, and not just the minerals, but the demography. Demography works in the benefits of Africa. If after the Second World War, Africa was 1/3 of the population of Europe, in 1992 it was equal to European population. Today it's 2 times bigger than Europe. So Europe has to work together. We need to find a way how to increase our cooperation, how to define our common positions, and how to use beneficially to use our resources. On one side, technology, knowledge, economy, and also we have youth here in Africa, and as well as the minerals who would like to help our friends from Africa, the value chain to be more developed, and they have to be more beneficial and help open new jobs in Africa. Thank you. Merci. Je signale que Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la Coopération en France et encore très récemment envoyé spécial du président Macron pour l'Afrique, nous a rejoint. J'espère qu'il pourra nous partager sa part de réflexion. Je donne la parole à son Excellence Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et ancien patron de la mission de l'ONU, notamment en Centrafrique. Merci beaucoup, Ousmane. Je m'excuse de mon retard, j'étais dans un autre panel. On m'a mis dans 2 panels qui se chevauchent. J'étais obligé de parler rapidement et de revenir vous joindre ici. Je n'ai pas suivi ceux qui sont intervenus bien avant moi. Alors l'idée, c'est de poser un premier constat, une première analyse en 3 minutes chrono. Ah bon, très bien. Mais j'ai suivi mon ami Dupuy et notre ami de Macédoine. Alors moi, la question que je me suis toujours posée avec ces différents sommets, Afrique, États-Unis, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique, Turquie, Afrique, Japon, la TICAD. Si on faisait l'exercice d'étudier les engagements pris dans tous les sommets, on se rendrait compte que très peu de choses ont été réalisées à la suite de ces sommets. J'ai parcouru rapidement les conclusions du dernier sommet Union africaine, plutôt Afrique, Union européenne. J'ai recensé quelques conclusions, mais quand j'ai regardé les conclusions du sommet d'avant, je n'ai pas constaté de changement. Et j'ai vu que certains engagements qui avaient été pris n'ont pas été réalisés. Je donne l'exemple du Global Gateway. La cible, c'était 150 milliards d'euros d'ici 2027. 2027, c'est dans moins de 2 ans. À peine, on a atteint, à peine, 120 milliards, mais même, je questionne même ce chiffre qui a été avancé, 120 milliards d'euros, déjà engagés. Déjà engagés. Parce qu'entre les engagements et la réalisation, il y a parfois beaucoup de temps qui s'écoule. L'accent a été mis sur l'accélération de l'intégration africaine, sur le commerce. On a évoqué la nécessité pour l'Union européenne de soutenir
la ZLECAF, ce qui est une bonne chose, d'appuyer un certain nombre de projets de connectivité et d'infrastructures, notamment le Labito Corridor, un corridor ferroviaire et logistique qui va relier l'Angola et à la RDC et à la Zambie, mobilisation d'investissements à grande échelle, engagement pour atteindre ou pour étendre l'accès à l'électricité à plus de 100 millions d'Africains d'ici 2030. 100 millions d'Africains d'ici 2030. 2030, c'est quand même dans presque 4 ans. Sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance, sur les questions de jeunesse, de mobilité, d'éducation, d'innovation, sur les questions de gouvernance. Mais je pense que les défis restent persistants. Plusieurs observateurs rappellent que derrière les annonces d'investissement et de partenariat se pose la question de l'asymétrie structurelle entre l'Europe et l'Afrique. Le rapport de force économique est inégal et les risques de dépendance également demeurent. Et je pense que la mise en œuvre de ces engagements dépendra beaucoup de la volonté politique. Mais qu'est-ce que nous constatons depuis 3 ou 4 ans? C'est que l'Europe s'est beaucoup plus repliée sur elle-même, beaucoup mobilisée autour de la guerre russo-ukrainienne. Combien de milliards d'euros ont été dépensés pour soutenir l'Ukraine? Combien de milliards d'euros depuis 3 ans? Je crois que ça fait beaucoup plus que ce que l'Europe a donné à l'Afrique durant ces 3 dernières années. Donc, il appartient à l'Afrique de recentrer ses priorités. Parce que l'Afrique a toutes les ressources pour rompre le cycle de dépendance. Je pense que c'est extrêmement important de mettre l'accent sur cela. C'est que moi, la question, c'est le suivi. C'est bon de faire de bonnes déclarations, mais ces déclarations, on se rend compte que d'un sommet à l'autre ne sont pas, les engagements plutôt, d'un sommet à l'autre ne sont pas tout à fait réalisés. Et ça pose un très grand problème sur l'efficacité de ces sommets. Merci. Excellencies Thomas Petrušek, former Minister of Foreign Affairs, République tchèque. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Permettez-moi de partager quelques points, quelques observations plutôt que le discours général, mais je le dirai en anglais si possible. I share a lot of points that have been already said. It's always the problem to speak the last. But so I don't want to repeat my observation regarding the shared interest in protecting multilateral structures or updating, modernizing multilateral structures. But I have 5 points I wanted to express and take note. This is a point of view of somebody coming from Central Europe, from a landlocked country, with no historical baggage of relations with Africa, but with increasing interest in Africa. And honestly, Czech Republic was one of the first to adopt in recently Czech's African strategy in 2022. So this is not only Western European countries. But first point is the question of perception. We are speaking here about fragmentation and multipolarization. And I see, my observation is that there is very different approach to what it means for different actors. While Europe sees multipolarization as a threat, potentially as a dynamic that can weaken Europe's role in the world, I see that Africa sees it rather as an opportunity. And I think that this changed a lot the dynamic between Europe and Africa. We spoke about, and second point, rebalancing, which means we are at the moment of rebalancing of relations between Africa and perceptions. The recent EU-Africa summit, we can read the joint declaration, that's nice, but as we all know, this is for paper. What is also important
is the atmosphere and the feeling from the meeting. And I think it was clear that the expression was that Europe realized that it needs Africa. Until recently, it was the perception that Africa needs Europe among Europeans. I think this is changing, which means that it allows us to pursue more strategic realignment. Third, I think there is much more awareness in Europe that there is a need for modernization of the relationship with Africa, and not only, let's say, like old suspects, but also new countries, new entrants. I really like the remark by His Excellency Fall that there is a complexity of relation between Europe and Africa, that it's about bilateral relations, and you see that new countries from Europe are more and more interested in Africa as well. So, fourth point, fluidity. I think that what we see is that the relationship is going to adapt to the changing geopolitical context. It will be more fluid, and probably it will require more adaptation, institutional adaptation, political adaptation, and economic adaptation from both sides. And lastly, I would like to stress, and I would like to explore a little bit more, is where to look for teaming up to strengthen each other's agency in the world. As I said, we are in the moment when we can build new agency through Europe-Africa relations. I don't share actually the perception that war in Ukraine can be detrimental for Europe-African relations. True, sorry to say, we are investing heavily in Ukraine defense. My country was occupied by Russia 45 years, less than 50 years ago. My parents were born to a country that was recently occupied by Russia. That's normal that we are investing in our defense. All countries would invest in their defense. But it doesn't mean that we are forgetting that there is something more in the world. Czechia adopted its strategy in 2022 in realization that for many years, my country was forgetting to build and strengthen relations with African partners, and was surprised, maybe based on lack of knowledge of Africa at the time, was surprised that Africans have different perception of the conflict in Ukraine. This has changed in 3 years, and other actors in our region is realigning to build stronger European relations with Africa. So I think actually the agency is going to be stronger on both sides, and not necessarily Ukraine will detract our attention. Merci. Peut-être que avant de passer au deuxième tour de table pour les propositions et les perspectives, peut-être donner la parole à Jean-Marie Bockel, s'il veut bien nous partager son analyse, ou en tout cas de ce qu'il a perçu dans cette première partie de la discussion. Merci, Président. Alors, d'un mot, comme c'est apparu dans plusieurs interventions, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et c'est un des sujets sur lesquels l'Europe, certains pays européens, notamment le mien, la France, ont été engagés dans les conditions que l'on sait, notamment au Sahel, où il y a évidemment un retour d'expérience à faire. Comme on nous dit, on est quand même confronté aussi à un échec relatif de ce qu'on a appelé le G5 Sahel, qui voulait associer sécurité, retour de l'État, développement. Et aujourd'hui, cet enjeu, il existe toujours. Par exemple, faisait allusion à ma mission, elle était en fait de travailler au désengagement militaire français dans un certain nombre de pays, afin que le regard change, surtout dans le contexte de guerre informationnelle, de nouveaux compétiteurs. Enfin, je ne développe pas ce point. Mais aujourd'hui, je voudrais évoquer un point qui m'a frappé, notamment dans les contacts, autant comme Français que comme Européens, d'ailleurs en l'occurrence avec les partenaires de l'Union africaine et aussi des sous-régions, sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas complètement surmonté le malentendu.
J'ai l'impression que ce qui manque le moins pour être partenaire en matière de sécurité, dans le respect de la souveraineté naturellement, c'est les moyens. Les moyens, ils existent. Mais il faut simplement qu'ils puissent se mettre en œuvre autour de programmes qui feraient un tant soit peu consensus. Et je pense que, au fond, on n'est pas loin de pouvoir y parvenir. Quand je dis on, c'est naturellement à la fois la volonté d'un certain nombre de pays africains de conforter leur capacité sécuritaire de défense souveraine, et aussi en partenariat, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont été souvent bien démunis par rapport à un certain nombre d'attaques, d'agressions, mais que même en faisant ces efforts qu'ils font, eh bien, les partenariats entre Africains sont à réinventer, et la solidarité avec des partenaires comme les Européens, à mon avis, elle reste possible. Merci. Alors, on va passer au deuxième tour de table. Donc, piste de réflexion, propositions et perspectives. Son Excellence François Le Seydi Fall, ancien Premier ministre de la Guinée. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez le seul Africain, mais vous avez un renfort de taille avec Son Excellence Mankeur Ndiaye. Très bien, merci, je m'en félicite. Je pense qu'il y a un sujet qui n'a pas été évoqué autour de cette table et qui est un sujet de grande préoccupation aujourd'hui dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est l'immigration, l'immigration clandestine. On n'en a pas parlé et pourtant, il est au cœur aujourd'hui des préoccupations entre l'Europe et l'Afrique. Sur ce point, ça nous ramène à un problème de développement. L'Afrique aujourd'hui est préoccupée par son développement. La seule raison de l'immigration des jeunes qui partent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas dans leur propre pays les moyens de leur ancrage, pas de travail. Et donc, nous devons travailler ensemble pour créer un nouveau cadre de développement, de coopération, qui puisse permettre à l'Afrique de se développer afin que ces jeunes puissent... Les jeunes ne partent pas de gaieté de cœur. Si on leur trouve du travail dans nos pays, ça marchera. J'ai parlé des nouveaux partenaires de l'Afrique. Les nouveaux partenaires de l'Afrique ont eu le mérite, quel que soit ce que l'on peut penser, en ce qui concerne les matières premières, mais il y a le mérite que nous avons aujourd'hui des infrastructures structurantes en chantier partout en Afrique. Des chemins de fer, des barrages, des ports, un peu partout. Et cela, c'est évident. Ce qu'on n'a pas eu en 60 ans. Ce qui veut dire que les nouveaux partenaires, il faudrait que l'Europe revoie sa politique de coopération avec l'Afrique et qu'ensemble, nous puissions travailler pour accélérer le développement des pays africains. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce que c'est vrai qu'il y a la sécurité, comme a dit notre ami Boukel, c'est vrai, il y a la sécurité dans le Sahel et tout ça. Tout ça, c'est la même raison de ce développement, l'une des causes profondes. Mais l'immigration, aujourd'hui, c'est une grande préoccupation. Il faut que l'on tienne compte de cela. Alors, ce qu'il faut, je vais donner un exemple. L'Afrique, je crois qu'on a encore des matières premières, le champ est libre. Moi, je donne un exemple dans mon pays aujourd'hui. Nous avons un grand projet, certainement le plus grand projet minier au monde qui est en cours aujourd'hui en Guinée, le projet Simandou, pour un investissement de près de 20 milliards de dollars. Le chemin de fer qui a été construit de 600 km en moins de 3 ans, ce qui était inimaginable il y a 20 ans. Comment trouver ce financement? On l'a obtenu. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce projet-là, aujourd'hui, nous avons réussi à mettre des Américains, des Chinois et des Australiens ensemble. Ça veut dire que le terrain africain, il est ouvert. Si nous coopérons ensemble, on peut travailler ensemble. L'exemple est en Guinée, là-bas. Si vous voyez le projet Simandou, vous allez voir, il y a Rio Tinto, il y a les Chinois, les Baou et autres, mais il y a aussi les investissements américains qui sont venus. Donc, tous travaillent ensemble là-bas. Je pense que l'Europe doit repenser sa politique de coopération avec l'Afrique pour qu'on crée un cadre qui soit mieux adapté au nouveau monde qui est en train de se mettre en place avec tous les nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition. Very well said, Your Excellency. So this is a time when we question multilateralism. We heard that also in other panels. And there is also undergoing power shifts globally, but also regionally.
So we definitely need a change in mindset. So when we look at the cloud behind me, we see reset there. So we need to press the reset button, and it's urgent. Because I can see, I mean, from the past few days, but also, again, what's been written so far, we are still talking and referring to the concepts of the past. We need to change this mindset, but also the perspective, but also the rhetoric. So because change is coming, right? And we need to be ready. So second point is, this is, again, when we look at the cloud behind me, we see crisis. Not only crisis, actually, some call it polycrisis or multi-crisis. It's an era of multi-crisis, but also polarization. So therefore, what we need is building trust, right? It's very essential. So we listen what the global north, well, some doesn't like that, don't like that term, let's say developed countries, what they have to say, but they are lacking behind their promises. And it's a fact. And like African Union is, for example, is part of the G20 since 2023. It's a very strategic and symbolic initiative, very important. But what does that really translate into? You still have lots of African students who cannot go to very prestigious and distinguished higher institutions because they cannot get a visa. Well, because they cannot get a visa, well, thank God, they're coming to Turkish higher institutions. So our president is saying time and again for the last decade, the world is bigger than 5. And that's definitely true. So inclusion of developing countries in decision-making processes is a must. And third and last, migration. You mentioned migration is very important. You mentioned migration is very important. But it's not a problem in itself, right? Because it's an end result. Because why we see migration? Because it is depicted as a problem because Europe and even USA, country of immigrants, melting pot, so-called, they want to become homogenized countries again. Gosh, that's not possible. So it's a problem because of externalization of migration. They want to keep the migrants away. But let me remind you, by referring to UNHCR figures, if I may, more than more people today, more than 60% of forced migrants today, they're not refugees. That means they're not crossing international borders. They are IDPs, internally displaced people. And what we're going to see in Africa and other parts of the world is more IDPs. And refugees, they're not enjoying the welfare states of the global north, but they're usually residing in neighboring countries like Turkey, Egypt, Uganda, etc. So, and we are also, of course, ignoring human dignity with the pushbacks and all. Thank you very much. Merci. Monsieur le ministre, André Flau. Bien, merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, je dois dire que je suis particulièrement heureux d'avoir entendu deux collègues porter la voix de l'Afrique, parce que c'est finalement la voix de l'Afrique que l'on doit entendre et que l'on doit écouter. C'est clair que les sommets qui se succèdent sont souvent, comme disait Dalida, paroles et paroles et paroles, mais il n'y a pas de suite concrète. Et on répète de sommet en sommet, de réunions très coûteuses, avec beaucoup de photographes, les mêmes propos, les mêmes constats. Le multilatéralisme est mis à mal. L'ONU aujourd'hui est mal perçue en quelque sorte, n'est plus respectée, n'est pas respectée par Netanyahou, n'est pas respectée par Kagame, n'est pas respectée par personne. Tout le monde fait strictement ce qu'il a envie aujourd'hui, malgré toutes les résolutions de l'ONU. Et quelque part aussi, c'est vexatoire. C'est vrai que le Congo a aujourd'hui la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies et également le siège non permanent du Conseil de sécurité,
Mais c'est quand même un affront incroyable quand on dit à un certain moment, oui, l'Afrique, vous aurez 2 sièges au Conseil de sécurité, mais asseyez-vous là, écoutez ce que nous allons vous dire et vous n'avez pas le droit de vous exprimer. C'est pas ça du néocolonialisme? C'est pas ça une forme de mépris des peuples africains? Si, c'est la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Repartir du bilatéral, parce que construire des organismes nouveaux, ils ne feront jamais qu'alourdir les procédures. Et l'Europe est par définition perçue comme étant avant tout, et j'en parle en connaissance de cause, venant de Bruxelles, un organe bureaucratique. Le nombre de fonds qui sont promis pour l'Afrique et qu'on n'utilise pas parce que les procédures administratives ne sont pas respectées, c'est purement et simplement un scandale. Pendant ce temps-là, les gens souffrent. Et puis cette Europe, je vais vous citer un exemple qui est choquant. Madame van der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union au Parlement européen, n'a pas cité à un seul moment de son discours le mot Afrique. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, nous sommes omnubilés par la crise qui se passe à l'Est, entre la Russie et l'Ukraine, jusqu'au point à ignorer les souffrances du peuple à Gaza, jusqu'à ignorer le Soudan, jusqu'à ignorer ce qui se passe à l'Est du Congo et dans d'autres endroits en Afrique. Et ça, je crois que nous devons vraiment nous mobiliser pour ça. Et alors, en ce qui concerne ce qu'il faudrait faire, c'est repartir de la base vers le sommet. C'est réécouter les populations et aussi être soucieux du respect des souverainetés. Quoi qu'il arrive, il faut parler avec les responsables politiques. Aujourd'hui, en Europe et dans certains pays, on dit « avec ceux-là, on ne parle pas. Ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas été gentils avec les Français, avec d'autres, etc. » Donc, on ne parle pas avec eux. Mais si, on ne pourra reconstruire des liens solides en respectant l'autre et en parlant avec l'autre, en faisant de la diplomatie plutôt qu'en faisant la guerre ou en préparant la guerre. Et de la même façon, en ce qui concerne l'Europe, elle referme ses frontières. Et alors qu'il faudrait l'ouvrir, il faut relancer les progrès Erasmus pour les Africains, pour leur permettre de venir à l'école militaire, dans nos écoles militaires, dans les universités. C'est comme ça qu'on reconstruira et on comprendra que finalement, il y a ce lien, l'avenir du continent européen dépend de la jeunesse et de l'Afrique et de la population africaine. Et donc, en clair aussi, repartir de la base, les besoins exprimés, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'eau, c'est effectivement, oui, une gouvernance, mais comprendre l'autre et le respecter dans un partenariat plus que de la coopération qui a cette connotation néocoloniale auquel nous ne pouvons pas adhérer. Merci, Mr. Harrell. Thank you. Before I come on to the positive propositions, I just want to reflect a little bit about some of the discussion around Ukraine in the previous round. I think if we are going to go forward together and we have a partnership of equals, we have to respectfully say when we think you're wrong. And I was particularly struck by the intervention making the case that there is a clear link between developments and security, and particularly struck by the colleague from the Czech Republic who talked about the threat from Russia, the experience of that threat from Russia, and bluntly, we make no apology for self-defense, which is what Europe is doing with its support for Ukraine. But I'd also make the point that the Russian invasion of Ukraine is not just a challenge for Europe, it's a challenge for global stability. Because if Russia succeeds, the implication for sovereign borders, for self-determination and independent states has got to reach right the way across the world. And I think we need to recognise that. In terms of propositions moving forward, I think we are seeing and we will see a rebalancing from aid towards trade, and we need to do that much more aggressively. I think we have a shared interest in this era of polarization and multipolarity that we need reinforced global institutions, and Europe and Africa have that shared interest. I also think we've got a shared interest in navigating and managing the challenge of the Trump presidency. We live in a multipolar world, but the US is still supremely significant, and the chaotic and capricious agenda
and decision-making of the Trump administration is a challenge for all of us, and we need to work to try and influence that. I also agree very strongly that we need higher education. I said that in my opening remarks, to be part of the nature of our relationship, and reopening Erasmus for African states, and actually recognising that developed countries' higher education institutions have a vested interest in admitting African students to their universities. We therefore need to move on visa issues associated with that. The final one, and it is, and I mentioned it in my opening remarks, the challenge of migration is a shared challenge. And let me be in no doubt, in the developed world, migration, its polarizing impact is driving authoritarian populist nationalism. And that has massive implications for the shared interests that we have. So I think we need to work together to invest in your security, to invest in your borders, to tackle some of the migratory flows, but we also need to invest in your countries, both through trade and aid, to remove some of the reason why people migrate in the first place. Mr. Crawford? Yeah, thank you. Just two reflections. Firstly, let me start with the issue on Ukraine and Europe and Africa. I think it's very important because for the first time since Second World War, we have an existential fight in Europe. It's not about Ukraine itself, it's about the existence of Europe in the future. And that is very hard, I think, for others to sometimes to grasp. Like it's been very hard for Europeans to grasp some of the existential fights that have been in Africa or in the Middle East or other places. Yeah, I think if we need to align ourselves, we need to understand what type of existential threats we have and then work together on it. And rest assured, if we do not stop Russia in Ukraine, it will be detrimental to Europe and to all of the world. And the UN Charter that we all cherish so much, but we know the challenges of respecting borders, and you of course know from Africa very much. And Sudan was mentioned also. I think it's also important that there are some security issues we should be jointly addressing. The other reflection, because it was alluded to, is my own country, Denmark. I mean, frankly speaking, I think we should move to a more European level partnership with Africa, so than each of our countries. But just to give you the sense what happened in the last few years when we changed our Africa policy, we spent 1.3, 1.4 billion euro annually on Africa alone in our partnership. And it has been developing policy before. Now we call it something totally different, but not only by semantic, but actually in content, which is, we call it a geopolitical strategic partnership with Africa on 3 issues: on security, and I think that is really important to all, on investment, private sector, and also on what we call green transition, especially within energy, of course. And then we also focus on much fewer politically highly prioritized projects for Africa. And I think that's a world we're moving into. So what I'm saying with this example of the Danish policy with Africa is that we probably need to be much more clear what we're doing together. And going back to the communiqué from the EU-Africa Union Summit, it's so wide, and I also have to say a lot of the repeating words we have heard over and over again. I would like to see some deliverables. Same goes for Global Gateway in Europe. We talk a lot about it, but what are deliverables here? So I think we have a lot to do. Thank you. Mr. Volker, please. Well, thank you so much. Interesting round indeed. Let me make 2 remarks. So one is, given structural developments, economic, demographic, geostrategic, it is clear that Europe and Africa will have more interaction in the next couple of years rather than less. But that also means, and let us be very honest here, I spoke about common interests in the first round,
but it also means we will have more disputes and differences. Not necessarily irreconcilable differences, but differences nonetheless, which we have to be open and honest about, otherwise they will become obstacles to cooperation. I'm very glad that the Prime Minister mentioned migration. I prefer to speak about mobility because it's sort of less politicized and less popularized, but of course we have different interests here. They're not irreconcilable. We can find the common in the interest, but in the first place, of course, African countries and European countries look at the issue from different angles. We have disputes between Europe, European Union, and individual African countries about governance issues, about the discourse about LGTB and human rights. We shouldn't ignore it. It's there. I mean, we can sort of set it at the side, but it is there, and we have to be honest about it. We have anti-African, xenophobic, anti-Muslim, anti-black, racist populism in Europe, no doubt. But we also have an anti-European populism in Africa. Maybe there are reasons for that, but it's there. And I think we have to bring it on the table, be honest with one another, and say, how do we deal with that? So minerals is a big subject for this conference. We have different attitudes and different interests. I think we can find a trade-off which is positive for both sides, but we have to speak about what the interests are. And I think that's something I tell policymakers in my country. Don't hide your interests. Be honest about your interests, because the other side will understand them. They have their interests. But don't just speak about values and say, oh, we're all on the same page. We are in some questions, but not in all. And I think there were a couple of very, very good ideas on the table here for partnership and cooperation. But let's put them together into a program which makes a real trade-off. I think that mobility, training, energy and industrialization needs to become part of one programmatic approach. Let's call it a pact for mobility, energy, and training, which makes a lot of sense, and then it doesn't sound like a one-sided, one side gives and the other takes. I think a lot of that can be done, should be done, and let me conclude by saying that everybody uses the word partnership, but I think we are not always clear that partnership is actually two things. So one, it is areas of cooperation. Good, we spoke about that. And the other is attitude. So let's get from just speaking about partnership to living it by co-designing policies for our two continents. Thank you. Mr. Zulik. Being switched off, no. Just 3 quick points on Ukraine, on the rhetoric action gap, and on multilateralism. On Ukraine, just to clarify, I don't want to imply that this will lead to a detrimental impact on other areas. Ultimately, it is a different lens through which we see the world. So it might well be also a positive impact if it serves the kind of interests we have in defending our existence, then it will be something which is driving strongly into the policy agenda. And I would also say it's important to also recognize here Ukraine is an actor in EU-Africa or Europe-Africa relations in its own right. It has a big role in food security, for example. So I think that's to bear in mind. On the second, the rhetoric action gap, I think we have to get away from making better promises and better declarations, which then are not followed through. And that's exactly why I think the attitude of identifying what are concrete mutual interests, where are areas where both sides can benefit, and I think there are areas like critical raw materials, energy, migration, development, agriculture, where that can be possible. And on multilateralism, I think it's important to say multilateralism is an ordering principle. Multipolarity is not.
multipolarity is a description of a reality, but it is not a system which in any way implies that we have a common framework in which we act. For me, multilateralism is about common rules which apply to all, which are enforced. And the question for me would be, and that's not just a question to Africa, it's a question to Europe in the same way. We talk about reforming multilateralism. Let's talk about what does that mean concretely. Not talk about the principle, but actually saying what would that look like. And then maybe if we identify that and we see there are commonalities, then we can work together on this. But if we are just talking in a rather vague way, we're never going to get there. Merci, sénateur Chantrel. Plusieurs choses de notre discussion, ça a été beaucoup partagé, vous avez parlé des sujets d'immigration, de sécurité, il y a les enjeux climatiques, bien évidemment, qui nous concernent tous et toutes, qui s'imposent même à nous, et qui touchent le plus fortement d'ailleurs, notamment le continent africain, qui sans aucun doute va être le plus affecté, et aura également des répercussions sur les autres thématiques, que ce soit les thématiques d'immigration, et de sécurité que nous avons ébauché. Et il y avait une troisième, puisque moi je travaille plus sur les domaines de la culture, de l'éducation, comme je vous ai dit au préalable, il y avait les enjeux autour du numérique, l'intelligence artificielle ou autre. Et vous avez dans vos récits, justement, à juste titre, parlé beaucoup d'engagement non réalisé, d'asymétrie de la relation, et de travailler ensemble à un nouveau cadre de développement qui me paraît essentiel, et je le dis très franchement, peut-être que, ça a été dit d'ailleurs, l'Afrique est peu mentionnée dans les discours de von der Leyen, voire absence, peut-être que même au niveau de l'Europe, il y a eu longtemps la volonté de dire c'est quelque chose qui est géré par la France, entre guillemets, très sincèrement, par d'autres pays, et que ce n'est pas notre affaire, en quelque sorte. Et je pense que c'est une erreur de la part de l'Union européenne, en règle générale, qui a sous-estimé, et c'est peut-être même ne pas rendre service à la France d'ailleurs, de lui laisser seul sur ce continent. On le voit avec les difficultés qu'il y a, qui a été dite, et qu'il ne faut pas ignorer. Et effectivement, peut-être prendre pied entre nos deux continents passe peut-être aussi par un développement et des échanges plus larges que nos simples États souverains. Alors, l'Europe est diverse, je vous l'ai dit. Des fois, ça demande même des ajustements entre les pays européens sur un certain nombre de politiques. Mais j'ai pris la question de la culture numérique parce qu'il y a des choses très concrètes que nous pourrions faire. Et je pense que l'Europe doit utiliser aussi sa force de frappe diplomatique pour permettre... Moi, j'ai été très surpris de beaucoup de déplacements que j'ai fait en Afrique. Il y a énormément d'artistes africains qui font des millions de vues sur les GAFAM, les grands réseaux américains, et qui ne sont pas monétisés, qui ne touchent pas un seul centime de ces plateformes américaines. Nos pays européens ont tout à fait la possibilité de faire pression, comme l'on le fait nous-mêmes pour l'Europe, sur ces grandes entreprises, pour qu'il puisse y avoir justement la possibilité de financer, de soutenir financièrement, à travers des politiques de régulation internationale, les artistes qui sont également en Afrique, pour les valoriser. Et il y a des choses très simples qui peuvent être faites au niveau international. C'est la Convention également de la protection de la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 qui devrait être amendée justement pour permettre de prendre en compte la question du numérique, qui était beaucoup moins prégnant en 2005 quand ça a été adopté, alors que c'est un sujet majeur. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à aller de l'avant, mais ça, c'est des choses très concrètes de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, où nous-mêmes, nous avons la possibilité de porter certains sujets en commun pour permettre d'aider et d'avoir des choses finalement concrètes pour la population africaine, que ce soit pour les artistes, de population à population. Et à mon avis, c'est comme ça que la relation pourrait grandir à travers des actes concrets aussi de confiance mutuelle, de respect mutuel, à égalité, équilibré, et de montrer que justement l'Europe peut être un allié sur des sujets qui concernent l'Afrique dans le monde. Emmanuel Dupuis. Alors, trois rapides constats paradoxaux et une vision un petit peu plus prospective. Faisons très attention aussi, quand on regarde la relation entre les pays européens et les pays africains, à la fracture, au hiatus, à la marginalisation d'une partie d'entre eux.
Si on regarde, par exemple, les plans d'action italiens, le plan Mattei, le plan d'action allemand, le Compact for Africa, ou la prioritisation de l'Espagne en ce qui concerne les aides au développement, ça concerne en fait principalement les 10 économies les plus résistantes parmi les 54. Donc il y a le risque que l'on s'attelle à coopérer, coordonner nos actions avec les économies qui déjà sont quasiment en train de se développer, en tout cas avec le ZECAF, à raison de 1,1 point de PIB par an. Donc attention au hiatus qui consiste à nous occuper que des 10 et non pas des 54. Le deuxième paradoxe, et je crois qu'on l'a évoqué ici et ailleurs, c'est de bien veiller à ce que nous ne soyons pas aussi la source de problèmes à venir, à savoir un réarmement ou un armement de l'Afrique qui va devenir problématique, 55 milliards d'euros aujourd'hui. Avec ce paradoxe, on réarme et en même temps, l'Afrique est exemplaire dans la dénucléarisation car elle fait partie des pays, enfin les pays africains ont largement adhéré au traité international d'interdiction de l'arme nucléaire en 2017. Donc il y a ce double paradoxe qui, je crois, est important pour les jeunesses africaines. Le troisième paradoxe, mais ça a été évoqué par Monsieur le ministre Flao, le relativisme, l'ethnocentrisme, le deux poids deux mesures. Il est inacceptable de ne pas critiquer quand un pays africain franchit une frontière internationalement reconnue, mettant à mal le droit international, comme il est logique de le critiquer, comme nous l'avons fait à partir du 24 février 2022. Il est logique et je pense que il est et il sera à l'avenir inadmissible que l'on ne dénonce pas les ingérences extérieures au Soudan aujourd'hui, en Libye hier, qui contribuent à déstabiliser par l'extériorité de leurs acteurs, qui ne sont pas évidemment africains, le continent africain. Et puis le dernier point, qui d'une certaine façon va de pair avec ce que je viens de dire, attention à ce que nous n'exportions pas sur le continent africain ce que nous faisons mal ailleurs, avec une logique de dronisation du champ de bataille, de privatisation, d'externalisation qui font que ce ne sont plus seulement les armées régulières, mais des armées sans foi ni loi, appelons cela des mercenaires ou des sociétés militaires privées, qui viennent répondre à une forme de milicisation qui, évidemment, obère le caractère, évidemment, maîtrisable de la sécurité. Dernier point, ayons suffisamment d'enjeux et d'ambition d'aider nos partenaires africains sur les grands projets structurants, transcontinentaux, le corridor de Lobito en est un, la façade atlantique et le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc en est un autre, et évidemment favoriser les projets qui intègrent plutôt que de favoriser les projets qui, me semble-t-il, ne favorisent que certains États africains et pas le continent. Merci, M. Vance. Okay. So let's just remind us what is really strategic for Europe here. One is the numbers game. 25% of countries are African, 54, 55, however you count it. Secondly, we've heard about strategic minerals and repurposing of supply chains. Europe, with the uncertainty of the United States, but also anxiety about China, and learning from COVID, is redesigning its supply chains. And then we've heard about migration and the challenges of informal migration, but also the legal pathways. So I'm not going to dwell on that. These are all important. Now, European politicians can surprise us. So the Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, when she was campaigning to be Prime Minister, had a very different narrative and discourse to what she's doing today. Nobody in this room, I think, would have expected her to have increased international development, for example. So she's surprised us, and she comes maybe from a political stable rather different from many of us around the table. So surprises can happen to all of us. What underpins her concern, her Mattei plan, is all about how to deal with mobility migration. That is the key driver, and then supply chains. We've heard a lot about Russia and a bit about Ukraine. I do just want to warn everybody that once that conflict is paused or over, there is a real danger for the African continent of a tsunami of weapons and hardened individuals who know all about fighting
coming onto this continent. It will remind me a bit of the end of the Cold War and what happened. So what might be good for Europe might have spillover effects onto the African continent. And we need to be worried about that, I think, and think about it. And then finally, modern Europe. The Czech former foreign minister talked about this. It's really important to understand, and the Africans understand, that Europe's really different, including many European countries are actually got their independence, their freedom, after African ones. You know, they've been decolonized later. And the economic models from post-socialist models, be it Romania or Hungary or the Czech Republic or so on, I think are really important in this regard. So there are many different things going into modern Europe today. And then final point, the African diaspora in Europe, across the European template, is becoming more assertive and more influential. For example, the African diaspora in Slovenia pushed for Slovenia to have an annual Africa conference, which in the end became very powerful to the point that Slovenia prevailed and got a seat on the UN Security Council as a non-permanent member, beating Belarus. So again, Europe is changing, and I think we need to be a lot more nuanced about how we think about Europe. Final point, France is repurposing its own footprint away from La Francophonie, and guess where the first ever, the next Africa-France summit is going to be? It's going to be in Kenya. So something's going on there too. Thank you. Mr. Zalewski. Thank you very much. I would just like to give one angle from the private sector perspective. We spoke about economic development, needs to create the jobs and to have more better trained people all around the world, but including here in Africa. The private sector could be a very important partner in achieving some of those goals. And usually, private companies have to be our partners in order to achieve certain higher level of development. And if we send in Europe a message about their social responsibility for development of Africa, their social impact, so they will ready to do some impact investments, which means those investments are for profit, but also at the same time for achieving certain social goals in the area where they're investing. Of course, nowadays, because of the risk, is on the profit side, they're expected to have higher profit. But if we work with them and also with the governments in Africa, how to reduce that risk through certain treaties and reforms in legislation, they will be more attractive. And that will be a very important element. And this morning, I was attending a session where the green transition was addressed. And there, the private sector can also play a very important role. But also I will mention here, I think it's Maya, it was a question posed by young students here about carbon border adjustment mechanism, CBAM. And they had a feeling that Europe is imposing another tariff. And that's not about other tariff, but playing fields should be equal. The European companies should be able to be competitive, and that's the main purpose. So European Commission, European Union should think about how to proceed with that project, not abandoning, but I will give just one example. The funds collected with CBAM in European budget could be reinvested back in Africa to improve their economic, their green transition, to help the projects which will decrease the emission of carbon dioxide. So we have to be inventive in this, not to rely just on the state inclusion in this process, but also to see how private sector and what kind of messages we can send to the people. Merci, Monsieur Ndiaye. Merci. Ousmane, je suis devenu très critique sur la relation Afrique-Europe. Après 35 ans de diplomatie, après avoir servi à New York, aux Nations Unies, ambassadeur à Paris, ambassadeur au Mali,
je pense qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de changements qui sont fondamentaux sur le continent. Et l'Europe semble s'inscrire toujours dans des schémas traditionnels, classiques qui sont aujourd'hui dépassés. Regardez un peu comment l'Afrique change et se transforme avec les nouvelles générations. Chez nous au Sénégal, vous avez un chef d'État qui a 45 ans. Et ça va se poursuivre dans d'autres pays africains. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Il faut que l'Europe s'adapte à ces changements. Et ensuite, l'Europe est divisée. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens portent peu d'intérêt au continent africain parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est ça la vérité. La plupart des pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union européenne ont d'autres préoccupations qu'africaines. Mon voisin de gauche parlait tout à l'heure de l'Ukraine. C'est une question de sécurité nationale pour les pays. Je comprends parfaitement bien que l'Europe se mobilise pour se défendre. Mais la question ukrainienne ne concerne pas seulement l'Europe, ça concerne également l'Afrique. Parce que quand il y a eu la crise, les approvisionnements en céréales ont posé beaucoup de problèmes à beaucoup de pays africains, ce qui expliquait cette mission de l'Union africaine, dirigée à l'époque par le président Macky Sall, qui était président de l'Union africaine, à Moscou et en Ukraine, pour négocier l'approvisionnement en céréales. Donc, ce n'est pas une question qui concerne seulement l'Europe. Et le constat, c'est que l'Europe s'est plus auto-centrée sur elle-même que sur l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Vous me laissez terminer ma pensée, c'est très important. L'aide publique au développement n'existe presque plus. Et elle n'est pas remplacée par les investissements. Mais je pense qu'il y a 3 paramètres dont il faut tenir compte. Premier paramètre, c'est qu'il y a une diversification aujourd'hui des partenariats à l'ère de la multipolarité. L'Afrique observe cette compétition féroce entre les puissances, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, et les pays du Golfe qui deviennent de plus en plus présents sur le continent. Ce qui donne à l'Afrique une marge de manœuvre qu'elle n'avait pas avant. L'Europe doit se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que les pays africains vont chercher en Chine qu'elle ne peut pas leur donner? Qu'est-ce que les pays africains vont chercher en Turquie que l'Europe ne peut pas leur donner? Qu'est-ce que les pays africains vont chercher au Japon ou à Moscou que l'Europe ne leur donne pas? Mais ça, c'est une question, grave question à laquelle il faut réfléchir. C'est vrai, beaucoup d'investissements chinois en Afrique, dans les infrastructures. Sans les Chinois, nous n'aurions pas pu au Sénégal construire une autoroute avec 400 millions d'euros de prêt. Quel pays européen est prêt à accorder ce prêt? Ensuite, l'ère des conditionnalités est terminée. L'ère de l'aide liée est terminée. L'accent a toujours été mis sur les questions liées aux droits de l'homme, à la gouvernance, à l'état de droit, c'est fini. Je vous laisse chuter. Et donc, je vais chuter en disant tout simplement ceci. La division que je constate dans les politiques de l'Union européenne, c'est qu'il y a différentes politiques européennes de l'Afrique. Chaque pays européen a sa politique africaine aujourd'hui. Moi, j'ai été coopté il y a quelques mois pour faire partie du Conseil consultatif espagnol sur l'Afrique. L'Espagne a coopté 80 personnalités africaines pour construire ce conseil qui réfléchit sur la politique espagnole en direction de l'Afrique, qui diffère un peu de la politique européenne en direction de l'Afrique. Donc, pour me résumer, cher ami, il faut que les paramètres changent. Oui. Il faut que le paramètre change, la perception change. La perception que les Africains ont de l'Europe a beaucoup changé. Je suivais hier l'actualité dans un pays européen où on est en train de discuter sur la suppression de l'aide pour le logement. Vous allez m'obliger à vous couper. Hein. L'aide pour le logement, pour les étudiants. Concluez, je vous en prie. Pour les étudiants. Or, mais si on supprime l'aide pour le logement pour des étudiants africains, des jeunes étudiants africains, mais quelle perception ces étudiants qui bénéficient de cette aide pour le logement depuis des années auront de ce pays?
Merci. Voilà des questions graves. Merci, Monsieur le ministre Mankangai. Monsieur Petruchak. Very briefly, maybe just a brief reaction. I'd like to react to my colleague here. We are politicians. We both know that if you don't do first your homework and then be interested in what's happening elsewhere, you are not going to stay long in power. So it's normal. Europeans are now occupied with European problem. Africans are occupied with African problems. And I think that's the point of departure for both of us, maybe, to understand we all have some problems. We always start solving the problems which are closer to our home, which are on our doorsteps. And then we have time and energy and resources to help others to solve their problems. And we don't expect Africans to solve our problems. But we want to be here maybe as partners. I listened very carefully what you said. And we have been advocating for 5 years that Czech Republic, small Central European country, should be more interested. Actually, we are now doing new projects in Africa, never did it before, investing, motivating Czech investors to come to Africa. You cannot imagine how difficult it is to persuade very conservative Czech investors to invest in Africa. But that's a change of perception on our side as well. So I think let's be honest to each other. We are still at the very beginning of changing our perceptions maybe, but it is happening. Europe is also changing its positions. Just 2 points regarding, because it was supposed that we come up with some recommendation. I think I can speak only on behalf of Europeans, but I think we need to discuss how we can help as Europeans, Africa to keep more value added in Africa, how to find a way to work with private sector in Europe to really stay long-term in Africa and not only to extract and try to sell the commodities. I think this is the major problem I think we have seen. That's what we see in terms of European FDIs right now. And the second, look for creating solutions, practical solutions. One area I'm interested in is whether we can help each other to maybe shift our view about the risk of climate change. Europeans, for decades, focus on Africa when it comes to climate change as a part of mitigation issue, how to mitigate climate change. I think Africa always asks, we need to focus more on adaptation to climate change because it's already happening. Now Europe is increasingly aware that we will have to adapt as well to climate change, and maybe we need partners in Africa also to learn us how to do it. And then that's how we can co-create solutions to problems we will be facing. Merci. Alors, il nous reste exactement 8 minutes. Je vais en profiter pour donner la parole à la salle. Pour ceux qui ont des contributions, je vous prie d'être bref parce que nous n'avons que 8 minutes et pas le choix. Sinon, on va se faire des tours de la salle. Et puis, s'il y a des questions, présentez-vous et dites à qui vous adressez la question. Je vois déjà qu'il y avait une main qui se lève depuis un bon moment. Monsieur. Merci Ousmane. Excellence, chères Madame et Messieurs, chers invités. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui afin d'évoquer un sujet qui a été abordé dans S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Oui, je vais me présenter après, mais je voulais préciser... Vous n'aurez pas le temps de faire un discours, oui, hein, je vous préviens. C'est pas un discours, mais quand même. Je voulais parler d'un sujet qui est très important, qui a été abordé dans l'intervention de M. Lanceny, bien que M. Flao. C'est un sujet qui est crucial, c'est l'aspect colonial en Afrique. Je me présente, je suis Hadioui Adam, je suis un membre du parti politique marocain, je suis un membre du parti Progrès et Socialisme, ainsi que je suis un secrétaire général de l'association des jeunes parlementaires marocains. Et je suis un trader en marché financier, je trade plus spécifiquement en Wall Street, marché américain, en bourse. La période coloniale imposée par les puissances européennes à partir du XVIIIe siècle a profondément transformé les sociétés africaines et s'est traduit par une domination territoriale
Sur le plan économique, le colonialisme a instauré un système d'exploitation systématique des ressources africaines au profit, bien sûr, des métropoles. Les termes ont été... Il vous reste 1 minute. Combien? 1 minute. 1 minute. Sinon, je vais vous couper, je suis redoutable. Non, non, ça va finir. Je connais les politiques. Les terres ont été confisquées, les populations, elles étaient soumises au travail acharné. Bien sûr, qu'en plan économique, culturellement, l'imposition des langues, des modèles éducatifs, bien que administratifs, et quoi d'autre? Excusez-moi, mais quel est le lien avec ce qui a été dit, pour juste que je comprenne? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je voulais dire à la fin de mon intervention que, Excellence, Mesdames et Messieurs, l'avenir de l'Afrique se construit chaque jour grâce à sa jeunesse et grâce à ses propres ressources et sa vision d'un continent maître de son destin. Mais cet avenir exige une compréhension claire de son histoire, y compris ses moments les plus difficiles. Merci. Merci. Donc, un mot sur la jeunesse. Je vois, la jeunesse est derrière. Bon, rapprochez-vous, sinon il n'y a pas de micro. Ah si, il y a un micro, juste derrière vous. Présentez-vous en quelques secondes et ne faites pas comme monsieur. Présentez-vous et droit au but. D'accord. There is a lot of English-speaking people in this around this table, though. I'm going to apologize first because I want to continue in French because it will be more easy for me to develop the point I want to talk about. And second, because in my education, it's a due for me to apologize first when I'm talking between old people like you. I'm sorry for the term. So I'm a little boy, I'm just trying to figure out how to help my country. Ok, ce que je voulais dire, c'est avant tout, je m'excuse beaucoup de prendre la parole. Je suis un jeune étudiant à la faculté des sciences de Tétouan. Vous ne devez pas vous excuser de prendre la parole, à mon avis. Mais je sais que c'est quelque chose de naturel. Bon, c'est comme ça que je suis. Donc, je disais, je suis Daniel Junior. Je suis étudiant nigérien à la faculté des sciences de Tétouan en master ingénierie informatique. Donc, j'ai beaucoup aimé les interventions de tous les intervenants ce soir et celle qui m'a le plus touché, c'est celle de son Excellence Ndiaye. Particulièrement, mon pays, le Niger, vit cette période actuellement de difficulté, en tout cas entre la perception que l'Europe a de nous, donc sous la sous-région Niger, Burkina, Guinée, Mali. Donc, ma question vraiment, elle va dans ce sens-là. Ne sommes-nous pas en train de reproduire les mêmes choses les mêmes situations que nous sommes en train de dénigrer depuis ces 60 dernières années, c'est-à-dire tous ces sommets, tous ces sommets qui sont tenus, au cours desquels on prend des décisions qui ne sont pas respectées, je peux le dire, ne sommes-nous pas en train de reproduire les mêmes choses en tant qu'Africains? C'est-à-dire, l'heure n'est plus aux discussions et aux discours. À mon avis, je suis jeune, je pense que l'heure est aux actes. Et de même que ces pays européens-là ont su concrétiser leurs actes de leur côté avec l'Union européenne, comment est-ce que nous pourrions avoir cet impact-là entre nous-mêmes? C'est ça ma question. Bon, alors, vous avez répondu à votre question, mais je ne sais pas qui veut répondre en quelques secondes, parce que vous dites même qu'il faut cesser le discours. Voilà, mais... Et bon, je ne sais pas qui veut... alors, je prends la contribution de Dr Alioune Paloma, et est-ce que, je pense que c'est la dernière, s'il n'y en a pas d'autres, hein. Allez, dernière contribution, Dr Alioune Paloma. Monsieur le Président, pour une fois, je serai bref. J'ai 2 ou 3 observations. La première, c'est qu'à l'évidence, la diversification partenariale ne fait pas l'objet de la même appréciation du côté de l'Europe et du côté de l'Afrique. Pour les uns, elle est vue comme une menace à l'impérium occidental. Pour les autres, elle est vue, cette diversification partenariale, comme un élargissement des marges de manœuvre. Je crois qu'il faut constater cela et constater qu'il y a une appréciation différente. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui fâchent, qui n'ont pas été évoquées. Parmi ces questions, il y a celle des flux financiers illicites, dont on sait que pour quelques-uns, ils trouvent refuge dans des systèmes bien protégés. Et je crois qu'il aurait été important de les évoquer parce qu'à certains égards, ils dépassent même parfois le montant de l'aide publique au développement.
Il en est de même de la question des biens culturels. On n'a pas beaucoup parlé de la culture, mais je crois qu'il est important de faire en sorte que le rapport sur la restitution ne soit pas ramené à quelques gestes symboliques, mais qu'il y ait une véritable réflexion sur la place de la culture. Et troisième et dernier point que je ferai, c'est qu'au fond, nous sommes dans un point de bascule où la seule certitude que nous avons, c'est que le monde de demain ne sera plus dominé comme il l'a été pendant 5 siècles par l'Occident. La crise de demain, ou la crise dont on voit les formes à venir, elle n'est pas simplement une crise économique, elle n'est pas simplement militaire ou politique, c'est aussi une crise civilisationnelle qui est là sous nos yeux. Alors peut-être devons-nous inventer un nouvel humanisme dans lequel les uns et les autres vont trouver leur place en des termes qui sont différents de ceux dont on a hérité dans le passé, en sachant que l'histoire, le passé laisse des traces, mais ne dit jamais et n'écrit jamais de testament. L'avenir est ouvert, à nous de le saisir. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Dr Alioune Sall, pour cette conclusion, belle conclusion. Mais je dois juste dire, évidemment, il y a eu beaucoup d'impasses, ce qui est normal parce qu'en 2 heures, le temps nous était vraiment compté et serré. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. C'est pas évident d'être si court sur des sujets aussi compliqués. Merci, bonne soirée et je vous invite à rejoindre la scène entre guillemets pour prendre la photo de la table ronde. Merci. Thank you.